Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Coin des Joueurs. Avec Lucas, on est des passionnés de jeux de société. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur notre bonus les 5 jeux coquins et ainsi vous pourrez vous rapprocher de votre partenaire ou le rencontrer. Voilà, je n'en dis pas plus, vous pouvez cliquer sur le lien et sinon c'est parti pour découvrir une super interview. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Coin des Joueurs et donc je vous présente Théo. Salut! Je te laisse te présenter. Waouh! Bah déjà, merci de m'accueillir, c'est sympa, j'espère que tu vas bien. Oui, Euh, oui, c'est oui. toujours un peu dur de s'auto-introduire et de se présenter, mais je m'appelle Théo Rivière, j'ai 32 ans, je sais pas pourquoi on dit son âge quand on se présente, mais je fais toujours ça. Et je suis auteur de jeux à temps plein depuis 5, bientôt 6 ans maintenant. Et en parallèle, j'ai co-créé la Team Kaedama, qui est une équipe de soutien et d'aide au game design, avec Ludovic Maublanc, Corentin Lebras et Antoine Boza. À peu près au même moment où je suis passé auteur à temps plein. Voilà, j'ai fait entre 60 et 70 jeux maintenant, avec certains qui ont eu des vies plus ou moins, plus ou moins marquantes. Il y a des étoiles filantes qui ont déjà un peu disparu, il y a des trucs qui sont un peu restés, hein. Est-ce que tu peux expliquer un peu ton parcours, si tu as fait des études ou non, et Ouais, comment tu as fait pour en arriver là où tu en es? c'est hyper le hasard pour le coup, parce que j'ai fait des études qui n'ont aucun rapport, parce que j'ai fait un master que j'ai pas fini en lettres. J'ai fait un master en littérature comparée, plus spécifiquement mon mémoire était sur la comparaison entre les romans et les films de Philippe Cadic, donc plutôt sur la SF. Et j'adorais ce parcours-là, vraiment, c'était un truc que je kiffais de ouf. J'avais prévu d'aller un peu plus loin et de continuer. Et il s'avère qu'il n'y a pas énormément de débouchés pro quand on fait des études de lettres, c'est pas forcément la folie. Et donc à un moment, il a fallu que je me réoriente. À l'époque, j'avais déjà plus ou moins, ouais, un pied, c'est un peu usurpé, mais au moins quelques orteils dans le monde du jeu par pas mal de trucs différents. Le premier, c'est que j'étais arbitre de Magic l'Assemblée et organisateur de tournois, donc le jeu de cartes. Et donc on organisait à Poitiers pas mal de tournois, et puis l'arbitrage m'amenait à aller un peu dans différentes villes pour accompagner sur les tournois. À côté de ça, j'étais testeur pour Libellude, donc la maison d'édition qui est à Poitiers, qui cherchait régulièrement des gens pour tester des protos. Et donc j'ai rencontré un peu toute cette équipe comme ça. Et j'avais déjà mon tout premier jeu qui s'appelait, enfin qui s'appelle, même s'il est plus commercialisé maintenant, Shinobi Wata, qui était en cours d'édition chez Purple Brain. Au moment où j'ai eu cette espèce de petite crise existentielle de se dire, ok, en fait, je peux pas continuer mes études, ça va pas marcher, je vais pas avoir de travail, ça va être horrible. Faire bac+8 et pas avoir de boulot, c'est pas forcément évident à la fin. Et donc j'ai décidé de me réorienter vers les métiers du jeu. Avec au départ une volonté, je voulais faire de la gestion de projet. Et pour ça, j'avais prévu de faire une école plutôt sur la gestion de projet de jeux vidéo. Il n'y a pas beaucoup d'études professionnalisantes dans le jeu de société. En me disant, bah, je vais faire ça, je vais apprendre comment on gère un projet de jeu vidéo, et puis à la fin, bah, je vais faire plutôt du jeu de société, et c'est parti. Et puis au même moment, il y a Yellow, donc la maison d'édition à Nancy, qui a postulé qui a posté une annonce pour dire qu'il cherchait quelqu'un pour faire de la gestion de projet. Après une belle crise de syndrome de l'imposteur, une volonté de pas postuler, l'écriture d'une lettre de motivation dans un état d'ébrilité semi, j'ai décidé de postuler. Et j'ai pas été pris, mais ils m'ont proposé un autre poste à ce moment-là, qui était un espèce de truc hybride bordélique Yellow. C'était une toute petite structure, enfin toute petite, une assez petite structure par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui une dizaine d'années plus tard. Mais donc j'ai été engagé comme gestionnaire de projet slash responsable des événements slash responsable du service après-vente, donc tout un programme. Et c'est à ce moment-là où vraiment j'ai mis un pied dans le monde du jeu professionnellement. Derrière, j'ai continué à faire un peu de créa, mais plutôt comme un passe-temps, sans imaginer devenir auteur à temps plein à un moment de ce côté-là. Et puis j'ai un peu sauté de boulot en boulot. J'ai bossé pendant 2 ans pour Yellow, avant de bosser pendant quelques mois pour Yoka Baitsume, qui j'ai accompagné un peu sur le lancement de la marque. Et après, j'ai bossé pendant 2 ans pour Repos Production, avant de partir et donc de bifurquer vers l'autorat à temps plein et la création de la team Kainama. Et quel a été ton premier jeu de société qui a eu du succès? C'est dur parce que la notion de succès, elle est toujours un peu relative. Il y a vraiment une dimension de, bah, est-ce qu'un jeu qui se vend correctement, c'est un beau succès? Est-ce que c'est le succès d'estime qui compte? J'ai l'impression que mon deuxième jeu, donc, qui s'appelle Sea of Clouds, a une forme de succès dans le sens où, bah, c'est un jeu qui est sorti il y a 2016, donc il y a 7 ans maintenant. Oh mon Dieu, je suis vieux. Euh, et qui continue aujourd'hui d'être encore en cours d'exploitation, qui se vend toujours un peu. Alors c'est pas des volumes démentiels, hein, on est loin d'un best-seller tel qu'il peut être sur le marché, mais j'ai l'impression que c'est un des premiers jeux qui est un tout petit peu resté en tout cas, qui a fait parler de lui. Aujourd'hui, mon plus gros succès dans l'absolu, c'est Draftosaurus,
qu'on a fait à 4 avec la team Kaedama, qui lui est mon plus gros succès en termes de volume de vente. Même si derrière j'ai Packet Chips avec Mathieu Aubert qui fait toc toc à la porte et qui est en train de le rattraper. Comment tu t'es dit, parce que je pense qu'il y en a plein qui sont dans les jeux de société et qui se disent ou qui ont un rêve de pouvoir vivre en tant qu'auteur, à quel moment où tu t'es dit, ben c'est bon, je me mets à 100% en auteur, quoi. Ça a été vraiment un espèce de plein de trucs qui convergent en même temps et qui m'ont fait me dire, ok, bah c'est parti, j'y vais. Le premier, c'est que je voulais quitter mon boulot chez Repoprod à ce moment-là. Pareil, un peu comme Yellow, quand je suis arrivé, la boîte était un peu plus petite et puis elle commençait à grossir. C'était pas très longtemps avant le rachat par Asmodée, donc il y avait quand même déjà un truc de la boîte était en train de shifter pas mal. Et donc j'avais envie de quitter la boîte. Et donc c'est à ce moment-là, je me suis dit, ok, bah en fait, je vais partir pour faire autre chose. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je suis quand même un peu un petit con de millennials qui arrive pas à être bien managé par des gens. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un truc qui ne soit que à moi et qui me ressemble le plus. Ok, bah je vais monter la team Kaedama après pas mal de discussions avec les loulous et je vais en profiter pour faire plus d'autorat. C'est ça qui va un peu m'habiter. J'ai pu aussi me le permettre pour à la fois des raisons purement de vie, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'emprunt à ce moment-là. C'est toujours pas le cas, d'ailleurs, j'ai toujours pas d'enfant et toujours pas d'emprunt, mais j'ai un niveau de vie qui est pas forcément extrêmement élevé, quoi. J'ai la possibilité assez facilement de me dire, ok, c'est parti, je vais me lancer dans cette aventure-là sans avoir un stress financier, très important en tout cas. Et j'ai quelques jeux à la fois édités qui continuent de se vendre un petit peu, donc ce qui m'assure pas un matelas très confortable, mais un tout petit peu moins de stress financier. Parce que c'est un peu le nerf de la guerre quand on veut se lancer à temps plein comme auteur ou autrice. Et j'ai pas mal de projets en cours d'édition, qui est l'autre nerf de la guerre. On pourrait y revenir un peu si tu veux sur la méthodologie de rémunération des auteurs et des autrices qui implique un peu ça. Mais fondamentalement, je me dis, ok, j'ai des jeux qui sont édités, qui fonctionnent pas forcément de ouf, mais qui fonctionnent un peu, qui me font un peu de sous. J'ai des jeux qui vont arriver dans les prochaines années, donc qui vont m'assurer un tout petit peu de revenus au moins à ce niveau-là. J'ai envie de le faire, ok, c'est parti, je me lance quoi. Si je le regarde pragmatiquement, c'était pas le choix le plus raisonnable et le plus raisonné de ma vie, quoi. Il y avait aussi un truc de se dire, ok, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. J'y vais, je prends un peu de risque, et puis on verra ce que ça donne, quoi. Et que tu regrettes pas. Non, même pas un petit peu. Pour le coup, aujourd'hui en plus j'ai un peu plus de jeux en cours d'exploitation, donc j'ai un peu moins de stress financier, même si je reste pas un auteur de best-seller qui se dit ok c'est cool, je peux un peu moins bosser. J'ai toujours besoin de maintenir un flux de sortie et puis de production assez important. Mais la vie que j'ai aujourd'hui elle ressemble à 100% à la vie que j'avais envie d'avoir, donc non, sur ça je suis hyper heureux. Alors, comment tu bosses? Comment ça se passe? Bon, c'est le bordel, très très clairement. J'ai pas forcément de journée ou de semaine type, aussi parce que je suis un auteur qui aime bien papillonner de projet en projet. Donc j'ai généralement pas mal de projets à la fois. Et donc je vais papillonner, je vais bosser un peu sur un truc, et puis je vais un peu me lasser, je vais bosser sur un autre truc. Et je fais beaucoup de co-création, beaucoup de co-autorat. Donc il y a souvent aussi un peu ce truc de il y a Maxime Rambourg qui m'envoie un message pour me dire hé mec, j'ai réfléchi à notre proto, j'ai fait telle version. Puis d'un coup je suis excité, donc je vais me concentrer sur ça. Puis il y a, je sais pas, Elodie Clément qui fait toc toc toc. Et en fait, on avait dit qu'on bossait sur ce jeu, et puis je me concentre sur ce jeu-là. Donc il y a vraiment un truc de je peux papillonner très très fort et très très vite. Après, aujourd'hui, j'ai un équilibre qui est un peu complexe et sur lequel je travaille pas mal entre mes activités un peu annexes à la création. Donc la team Kaedama qui me prend un peu de temps, qui est de la création mais un tout petit peu différente. Et je suis aussi impliqué dans Spiral Edition qui me prend un petit peu de temps, même si c'est assez léger, mais chaque semaine. Un gros bloc hyper chiant qui me rend fou en ce moment, qui est le bloc un peu administratif, maintien des réseaux sociaux, comptabilité, gestion des projets en cours, tout ce qui est vraiment lié au métier d'auteur et autrice, mais qui est pas directement de la création, mais qui est un bloc un peu lourd en ce moment que je ressens sur mes épaules et que j'ai du mal à parfaitement bien dégager. Et un bloc purement créativité, création pure, et là c'est créer des nouveaux prototypes, bricoler des choses, tester, jouer, faire des jolis protos, découper des cartes, qui est la partie que je préfère. Je pense que tout le monde idéalise le plus parce que clairement c'est la partie la plus chouette, mais qui aujourd'hui est pas assez importante dans mon équilibre. J'ai envie de la faire grossir un petit peu pour être un peu plus à l'aise avec tout ça. Ou alors, réussir à gagner assez d'argent pour payer un comptable pour ne pas faire ça. Ouais. Alors j'ai déjà un comptable qui m'aide un peu sur les trucs, plus sur des questions où je suis un peu genre, bonjour, pardon, comment ça marche ça, je sais pas, et j'ai besoin d'aide pour être sûr de pas me tromper. Mais j'avoue que je vois certains auteurs ou autrices qui ont un assistant ou une assistante qui les accompagne un peu sur ces questions-là. Ouah, le rêve absolu, quoi. Très, très clairement, hein, d'avoir quelqu'un qui me dit, attention, là, t'as rendez-vous dans 10 minutes, ou qui fait, ok, bah là, je vais gérer tes rendez-vous d'Essen. Typiquement, là, il y a Essen, donc le plus gros salon européen, voire mondial, qui a lieu en Allemagne dans
un mois à peu près. Mon Dieu, ça arrive si vite. Et là, je passe mes journées à envoyer des mails de «Bonjour, je suis Théo Rivière, on ne se connaît pas, mais je suis auteur de jeu, est-ce qu'on pourrait prendre rendez-vous pour se rencontrer?» Ou «Ah, tiens, Bidule veut faire une séance de dédicace à telle heure, ok, bah je gère le créneau.» Et typiquement, bah ça me prend des heures par semaine, ce sont pas mes heures préf, quoi, pour le coup. Et alors, est-ce que tu peux expliquer la démarche quand tu crées un jeu? Comment Ouais. tu crées un jeu et combien de temps ça te prend? Alors le temps est hyper variable. J'ai eu des processus. J'ai pas mal bossé avec Maxime Rambourg ces dernières années, avec qui ça se passe bien, et c'est un bon exemple puisqu'on a des jeux où vraiment on a discuté de l'idée de faire un truc, et entre l'idée et le premier prototype, il y avait parfois une journée et demie, et entre avoir quelque chose qui nous plaisait et puis quelque chose de montrable, il y avait moins d'un mois. Et entre le moment où on le présente aux maisons d'édition et le moment de la signature, il y avait moins d'un mois non plus. Mais ça, c'est le rêve, et c'est quand ça se passe extraordinairement bien. Mm. Et à côté, on a des projets là en ce moment, et j'y crois un peu pour SN, on présente une nouvelle version d'un jeu. Je pense que c'est, sans mentir, au moins la 10e très grosse version différente. Peut-être pas 10, au moins 5e très grosse version. Et c'est un truc qu'on présente depuis 3-4 ans pour le coup. Et donc là, c'est pas encore signé, c'est pas encore en cours d'édition. Si ça se trouve, ça va plaire à personne à SN, mais ça prend déjà tout ce temps-là. Donc vraiment, sur la temporalité, c'est extrêmement variable. Après, sur le système créatif qui peut bouger un peu aussi, mais si j'essaye de prendre un peu les grands piliers, au départ, bah, il y a un point de départ, forcément. Et sur ça, pareil, il y a plein de directions et plein de manières de le faire, mais il y a toujours une idée un peu centrale, qui peut être le thème, qui peut être la méca, qui peut être une envie d'expérience de jeu, en tout cas un truc qui va nous porter en se disant, OK, je veux que ce jeu il ressemble à ça et qu'on joue de cette manière-là. À partir de là, il y a la création d'un premier prototype, qui peut prendre un peu de temps, mais en théorie, et j'arrive pas tout le temps à tenir mon propre adage, mais c'est un moment où il faut aller un peu vite, il faut faire un proto un peu moche, on s'en fout un peu de l'équilibrage. Vraiment, en tout cas de mon côté et dans ma méthodologie, je vais assez rapidement pour avoir juste un truc pour écrémer, tester, voir à quoi ça ressemble. Et là, il y a vraiment un embranchement très très clair de, bah, en fait, c'est hyper nul et ça s'arrête. Et ça arrive régulièrement. Ou, ah, il y a un petit truc, il y a un petit potentiel, des fois c'est même presque bien. Et puis je me dis, ok, bah, je vais continuer de travailler, et puis on va voir ce que ça peut donner. En étirant un petit peu cette idée-là. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle une boucle itérative. Donc vraiment cette notion de se dire, bah, j'ai mon jeu, il ressemble à ça, on va identifier des problèmes. Je sais pas, c'est trop long, ou on sait qui a gagné tour 2 et ça dure 5 tours. Ok, bah comment est-ce qu'on change ça? On va amener des solutions, puis on va remettre en test, et puis on va rejouer, et puis ah bah c'est cool, c'est plus trop long, il n'y a plus ce problème de premier joueur, mais ouais, il y a un truc qui est hyper chiant, c'est il y a trop de surprises, quoi. On n'arrive jamais à savoir et c'est trop aléatoire. Ok, nouveau problème dans la machine, on refait une petite boucle. Ok, on revient et au fur et à mesure, on corrige des choses. Et là aussi, de la même manière, ça peut être hyper long et hyper chiant comme hyper rapide, et puis on trouve des solutions facilement. Et puis à partir de là, à un moment, on va arriver à une version qui est à peu près stable et à peu près montrable aux maisons d'édition. On se dit, ok, bah là c'est cool, on s'amuse quand on joue, on a des bons retours des testeurs et des testeuses qui vont arriver à un moment du process pour bah, jouer beaucoup et tester pour s'assurer que tout aille bien. Ok, bah maintenant j'ai envie de le montrer à une maison d'édition. Là, il y a un truc un peu magique de, je sais pas, il faut décider à qui le montrer, on sait jamais trop. On se dit, ah, je sais pas, j'ai bien aimé le dernier jeu de, je sais pas, de Sorry We Are French, alors je vais leur montrer. Ou ah, j'ai vu que Bidule, il était sympa, là, il a fait un tweet que j'ai trouvé cool, ok, bah je vais contacter Bidule, c'est vraiment hyper variable. Et puis on va commencer à présenter à différentes maisons d'édition, en espérant que ça le fasse. Là, c'est pas le moment le plus facile, parce que c'est un peu le moment de la confrontation avec les maisons d'édition, avec un peu les réalités de marché aussi, qui est un truc que j'aime pas trop en ce moment, de faut faire des jeux un peu calibrés, qui vont dans un sens un peu spécifique, et donc bah, parfois quand on arrive avec des trucs un peu trop bizarres, on prend un peu porte close. Et en tout cas, c'est le moment où on présente aux maisons d'édition avec, dans l'idéal, le moment où ça se conclut, et la maison d'édition dit, bah cool, nous on a joué à ce prototype, on l'aime bien, on l'a fait tester autour de nous, tout le monde a kiffé, c'est parti, on vous envoie le contrat et on va éditer le jeu. Et donc à ce moment-là, on signe le contrat et c'est parti pour le processus éditorial, qui là aussi, j'ai déjà compris entre 6 et 9 mois en termes d'édition, donc pour sortir entre le moment de la signature et le moment de l'édition. Et j'ai des jeux compris jusqu'à 5 ans entre ces deux process-là. Donc ça peut être vraiment très variable. T'as plus créé des jeux toi tout seul ou en étant à plusieurs? J'ai fait plus de jeux en coautorat. Au final, si je regarde et si j'essaie de me projeter, en excluant un peu les jeux pour enfants, où j'ai créé pas mal de jeux pour Ozu dans une période assez courte, donc je les mélange un peu dans ma tête. Mais pour la plupart des cas, j'ai fait des jeux en coautorat. En fait, l'exception, c'est Sea of Clouds et Tucano. Je réfléchis et je pense que j'en oublie. Plus les petits jeux chez Ozu et chez Djeko, mais qui sont un poil différents dans mon esprit. Et comment ça se passe de créer un jeu avec quelqu'un? De ouf, ça se passe trop bien. Euh, En tout cas, c'est vraiment ce que je préfère. C'est aussi pour ça que je fais beaucoup de coautorat, c'est parce que ça m'apporte plus de joie de co-créer que de le créer tout seul. Et là, pareil, chaque binôme, trinôme ou quatuor que j'ai pu effectuer,
On a même fait un truc à 5, même chaque 5 têtes, quintettes d'ailleurs, ont été assez différents. Et je me rends compte qu'il y a vraiment des manières de procéder qui varient très très fort d'un binôme à l'autre. Mais globalement, je pense que les deux trucs les plus importants, c'est à la fois la co-création, ça demande une espèce de confiance mutuelle et un respect des idées de l'autre qui est hyper important. Et parfois, bah, j'ai un co-auteur ou co-autrice qui va me proposer un truc et dans ma tête, je me dis, oh là là, ça a l'air nul. Donc je vais éventuellement verbaliser mes craintes ou mes doutes de, ouais, je sais pas, ça a l'air un peu compliqué ça. Puis on va voir en fonction d'eux. Mais jamais je vais fermer complètement la porte à une idée de l'autre parce que il y a un truc de autrement, autant que je fasse les jeux tout seul, si je m'en fous de ce que les autres apportent, c'est pas intéressant. Et puis il y a une notion un peu je sais marrant, j'en parlais cet après-midi avec Elodie, mais un peu de ping-pong créatif, de se dire, bah, des fois, là, la balle, elle est de mon côté, et puis je vais mettre un coup de raquette, et puis je vais renvoyer vers mon co-auteur ou ma co-autrice, qui va, selon un rythme plus ou moins rapide, mettre un coup de raquette aussi de son côté, et puis on va échanger. Et cet échange-là, il est hyper gratifiant, hyper joli, moi, il m'apporte énormément de joie. Et comment, bah, du coup, tu fais au niveau de la rémunération? Parce que du coup, si vous êtes plusieurs auteurs, comment ça se passe? Il y a une espèce de légende du monde du jeu qui est un vrai truc, mais que j'ai un peu mythifié au fur et à mesure, mais qui est sur les Chevaliers de la Table Ronde, donc le jeu de Serge Laget et de Bruno Catala. Où à l'époque, Bruno Catala est un jeune auteur débutant, ça existait cette époque lointaine, Mhm. euh, et Serge Laget est un auteur qui est un peu plus assis sur le marché, il a déjà fait des jeux, tout le monde le connaît un peu. Et Serge a pas mal bossé sur les Chevaliers de la Table Ronde, il a pas mal avancé, mais il manque un petit truc, c'est un jeu coopératif, mais le jeu est pas encore complètement fini. Et il appelle son pote Bruno, avec qui il travaille, et Bruno apporte quelques petits trucs, mais notamment une idée qui est principale. Alors, il apporte plein d'autres petites idées, évidemment, mais un truc qui est majeur dans les Chevaliers de la Table Ronde, c'est la notion de c'est un coopératif, mais il y a un ou une traître autour de la table. Et puis, bah, le développement continue, machin, et puis, bah, c'est le moment où ils vont signer le jeu avec des co-founders, et puis Bruno en parle avec Serge et lui dit, bah, Serge, je suis un peu embêté, c'est toi qui as fait le gros du jeu. Est-ce que tu veux qu'on signe à autre chose que 50%? À 50-50. Et Serge Laget, qui était vraiment un homme formidable, a eu ces mots qui étaient hyper justes. Et il a dit à Bruno, de manière un peu prophétique, parce que le traître dans les Chevaliers de la Table Ronde est vraiment un truc marquant en termes de game design. Écoute Bruno, alors j'ai presque, à chaque fois que je raconte, j'ai des petits frissons un peu cheesy, mais écoute Bruno, on peut pas savoir le poids d'une idée au sein d'un jeu. Si ça se trouve, les idées que tu as amenées, elles vont tout changer et le succès du jeu, elle sera lié à tes idées aussi petites, elles peuvent paraître aussi petites que tu les perçois là. On signe à 50-50, il y a pas de discussion à avoir. Et ce truc-là, pour moi, il est hyper fondateur. Et aujourd'hui, bah, si on est 3, on signe à 33-33. Si on est 4, on signe à 25-25. Le seul cas où je pourrais envisager quelque chose d'un peu différent, c'est si je suis invité par un auteur ou une autrice pour bosser sur quelque chose qui lui est directement lié. Imaginons que demain, le rêve Elisabeth Hargrave m'appelle en disant coucou Théo Rivière, on ne se connaît pas, mais j'aime bien ton travail. Ça te dit, on bosse tous les deux sur la version duo de Wingspan ou sur la version pour enfants de Wingspan. Encore plus le rêve. Euh, Là, ça me choquerait pas de se dire, bon, peut-être qu'on fait 70-30 ou 60-40, parce que bah, il y a la notion de j'arrive comme invité sur une licence de jeu qui existe déjà, ce qui est fondamentalement un petit peu différent. Mais autrement, moi, j'avoue que j'aime bien ce 50-50 et il me paraît plus agréable. Et c'est en fonction du nombre de boîtes de jeux de société vendues que vous touchez un pourcentage dessus. Ouais, c'est exactement ça. Nous, en gros, on va recevoir ce qu'on appelle un relevé de vente, qui va être soit tous les 3, soit tous les 6, soit tous les 12 mois en fonction des maisons d'édition, qui vont nous indiquer assez simplement combien de boîtes ont été vendues de chaque jeu. À l'issue de ça, on a accès au chiffre d'affaires de la maison d'édition, et puis bah, on touche un petit pourcentage de ce chiffre d'affaires qui nous est versé directement. Généralement, on est entre 3,2 et 3,8, allez, entre 3 et 4 si on vulgarise un peu de ce que vous avez payé en boutique hors taxe. Il faut vendre pas mal de boîtes pour être un peu à l'aise, Ouais, c'est effectivement. ça. Et là, tu es sur combien de projets? Alors c'est vraiment le bordel parce que je suis un peu trop dispersé à fond, mais c'est marrant parce qu'on me pose souvent la question et j'avais jamais la réponse. Et je peux regarder là pour de vrai parce que j'essaie d'avoir un tableau où je note les projets sur lesquels je bosse au cours de la semaine. Aussi parce que des fois je me mets un peu trop la pression, je me dis ouais, j'ai rien fait cette semaine. Et donc là je peux me dire ok j'ai bossé sur combien de trucs, bah je vois, j'ai un petit tableau Excel qui me l'indique. Généralement je bosse sur entre 12 et 15 projets à peu près. Ok. Avec des trucs très variables, tu vois, il y a des trucs où là il y a un projet qui m'habite énormément cette semaine, donc je suis en train de découper des cartes, de faire des jetons, j'ai fait 3 versions, j'étais encore en train de modifier des fichiers avant que tu m'appelles. Et il y a des projets où j'ai répondu à 3 mails, ou alors j'ai fait une modif, ou ce matin j'ai relu les fichiers d'un jeu à venir sur cette fin d'année. Bah, ça m'a pris 1 heure et demie dans ma semaine. Il rentre dans mon nombre de projets auxquels j'ai bossé, mais c'est infiniment moins qu'un autre, quoi. Et du coup, tu arrives à vivre pleinement en tant qu'auteur. Ouais, tout à fait. Depuis la première année, Kaedama a pas mal contribué à mes revenus. Parce que comme on est une entreprise, il y a un côté
On a plus facilement demandé de l'argent dès le point de départ d'un jeu plutôt que l'avoir en sortie de boutique, ce qui nous a permis de me rémunérer. La deuxième année, c'était un peu un mix. Et là, depuis ouais, 3-4 ans, c'est vraiment mes droits d'auteur qui représentent la majorité de mes revenus. Donc tu ne stresses pas au niveau financier. Oui et non, il y a un côté de... J'aime bien le résumer généralement comme ça, de j'ai pas de problème pour payer mon loyer cette prochaine année, j'en suis assez sûr. Et c'est de plus en plus vrai parce que j'ai essayé un peu un moment ce début d'année et ça n'a pas marché. Je suis pas encore prêt à devenir propriétaire parce que mes revenus sont un peu trop chaotiques pour le coup. Le système faisant, comme on est payé sur des droits d'auteur sur les jeux qui sont sortis et que l'édition d'un jeu peut être un peu long, il y a toujours un truc de, bah là, je vois que mon année 2024 est assez bien remplie, mon année 2025, un peu. Mon année 2026 a rien pour l'instant en termes d'édition, ce qui est logique parce que peu de maisons d'édition signent pour 2026 en ce moment. Mais du coup, mon stress, il est presque dirigé sur dans 3 ans. Et je sais que si je glandouille un peu cette année, bah, je vais le payer plutôt dans 2-3 ans que sur le moyen terme. Après, ça, ouais, ça fait partie du jeu. Je suis pas infiniment stressé parce que j'aime bien aussi un peu ce côté un peu bohème artiste de se dire, bah, je vis un peu au fil de l'eau et si demain bah, j'ai moins de jeux qui sortent ou des jeux qui fonctionnent moins, bah, je vais y aller un peu relax, je baisserai un peu mon niveau de vie et c'est ok. Et à l'inverse de se dire que si j'ai un truc qui cartonne et j'ai un jeu qui marche très bien, bah, je serai peut-être un peu plus à l'aise pendant une année et ça serait trop cool. Et tu arrives à avoir du temps à côté pour tes activités à côté ou... Bah, ça dépend. Là, c'était un peu le défi de cette année où j'étais un peu frustré de ces 5 dernières années. Du coup, bah, j'ai pas mal bougé pour le jeu, j'ai fait beaucoup de festivals. Quand je faisais pas des festivals, je faisais pas mal de sessions de boulot avec des auteurs ou des autrices avec qui je travaille. Ou chez des maisons d'édition avec qui j'ai un jeu en cours. J'avais vraiment, mon planning était très très chargé de trucs liés au monde du jeu. Et là, 2023 est un peu mon année de, ok, bon, on remet un peu les bases à plat. Je vais essayer de faire plus de trucs, de prendre un peu plus soin de moi, de faire un peu plus des trucs qui me plaisent en dehors du jeu et en dehors du monde du jeu. Et ça fait du bien. Je fais globalement des grosses semaines, mais c'est des grosses semaines qui me plaisent aussi, quoi. Donc, je compte pas fondamentalement mes heures, mais en fait, je suis assez ok de pas les compter et puis d'être sur ce terrain-là, ça me dérange pas pour le moment. Ok. Et du coup, tu vas régulièrement au festival. Ouais, là un peu moins cette année, mais je fais toujours ceux qui sont pas très loin de chez moi ou les principaux. Cette année, j'ai fait Saint-Herblain parce que j'aime beaucoup, même si c'est à Nantes et que j'ai été nommé pour le prix. J'ai fait le festival de Cannes, forcément, le festival d'Essen et Paris et Ludique à Paris, c'est les trois gros auxquels je peux difficilement passer à côté parce que professionnellement, j'en ai vraiment besoin. Puis c'est des moments que j'adore, hein, à la fois Paris Ludique, c'est à Paris, donc on peut bien manger et voir plein de gens. Et Cannes et Essen, c'est vraiment dans mes moments préférés de l'année. Généralement, je fais Ludinor, parce que c'est à Lille et que je suis à Bruxelles, donc c'est à côté. Là, c'était le retour du Bruxelles Game Festival, donc je suis retourné à Bruxelles. Souvent, je fais le Festival des Jeux de Valence, parce que Antoine Corentin et presque Ludovic habitent à Valence, donc il y a un côté de... Ça me fait une bonne excuse pour aller voir les copains et les copines et en profiter un peu. Donc je fais Ok. cela pour sûr. Et après, ponctuellement, j'essaye... je vais ponctuellement en flip, je vais ponctuellement sur des plus petits festivals. Je reçois pas mal de demandes et à chaque fois je suis hyper touché et c'est adorable quand des festivals me proposent de y aller. Mais à chaque fois je suis un peu gêné sur bah, c'est très chouette, mais c'est un week-end complet de boulot pour moi à 8 heures de trajet de chez moi. C'est un peu compliqué. Ah si, j'en oublie un qui est pourtant un de mes rêves de cœur depuis un peu toujours. C'est le Festival des Jeux de Toulouse, l'Alchimie des Jeux, qui est vraiment un petit bonbon dans mon année. Je pense que c'est un des seuls festivals, ouais, seul j'exagère, mais c'est vraiment celui où c'est le plus. Ok, j'y vais parce que c'est un événement important dans le paysage ludique. Ok, j'y vais parce que je vais passer un pur moment, que ça va être trop bien, que je vais bien manger. Je m'entends très bien avec Simon du Passe-Temps, c'est un bon ami, donc bah, c'est l'occasion de passer un peu plus de temps ensemble, de voir plein de gens. Ouais, le Festival de Toulouse, c'est aussi dans mes preuves de préf. Quand on te contacte pour que tu viennes au festival, on te paye pour ça ou on te rembourse pour dormir? Non, rien de tout ça. Ça dépend vraiment des festoches. J'ai des festivals, comme en fait les festivals n'ont pas beaucoup de moyens, souvent ils me contactent juste disant bah si tu veux venir c'est cool. Bah, dans ce cadre-là, si c'est à côté, vraiment j'ai aucune raison de pas y aller. Tu vois, lui du Nord, au final je fais 35 minutes de train et j'y suis. Ça serait vraiment con de pas y aller et pas de profiter aussi. Puis sur les gros festivals, bah, j'y vais pour le boulot, donc dans tous les cas, il me propose rien dans l'absolu. Donc souvent, il n'y a rien du tout. Ponctuellement, on m'a proposé de me défrayer, donc de payer mes frais de transport. Là, pareil, je suis toujours un peu le cul entre deux chaises sur, bah, c'est hyper cool et je suis toujours touché quand on me le propose. Mais à la fois, bah, je vais pas attirer un nombre de personnes suffisantes au festival pour qu'il soit, entre guillemets, rentable. Donc il y a un peu mon syndrome de l'imposteur qui fait toc-toc à la porte en disant, mec, tu vas pas te faire rembourser ton train pour un festival où tu vas faire le mariole, quoi. Et à la fois, bah, ça justifie pas de passer un week-end à bosser, de me dire
Ok, j'ai mes frais de train qui sont remboursés. On m'a jamais proposé de me rémunérer pour aller sur un festival, pour le coup, c'est un truc qui se fait pas trop. Ponctuellement, il y a quelques maisons d'édition, vraiment pas beaucoup, hein, c'est vraiment pas la norme, mais au moins deux auxquelles je pense qu'on embrasse, qui m'ont proposé de payer mes heures de dédicace ou d'animation sur un festival. Donc c'était très spécifique et c'était genre, ok, au Festival de Cannes, je vais faire 2 heures de dédicace chez Truc et ils vont me payer les 2 heures de dédicace. En pratique, c'est assez marrant parce que quand je réfléchis le truc, j'adore qu'on me le propose et je trouve ça normal. Euh, c'est rare que je facture et que j'aille chercher l'argent parce qu'il y a un côté de, bon, vous me l'avez proposé, c'est parce que vous êtes des gens bien, j'ai pris plaisir à faire la dédicace, vous m'avez offert un café et des bonbons, bah en fait je suis content et la vie est belle, quoi. Donc mais c'est encore vraiment très très rare. Je vois derrière toi, tu as plein. En fait, c'est des boîtes de jeux de société que tu as dessinées dessus, c'est Ouais, ça? c'est des boîtes que j'ai fait dédicacer par leurs illustrateurs ou illustratrices, donc en festival. Et comme c'est pas que des bons jeux et que je les voyais vraiment pas souvent, sur une idée originale d'Antoine Boza, qu'on embrasse, je les ai accrochés au mur de mon bureau. À la fois c'était une superbe idée, à la fois c'est une merde sans nom parce que je ne suis pas propriétaire, donc elles sont accrochées avec de la pâte à fixe. Et donc régulièrement je les réaccroche, ce qui est un peu chiant. Mais ça me permet de me dire, oh, ok, bah je vois ces belles dédicaces. Comme je fais un peu de streaming, ça me permet aussi d'avoir un décor un peu plus joli quand je stream, bien que un peu trop chargé. Et puis ça me permet ouais, de les voir régulièrement, ce qui me fait toujours plaisir. Au niveau des jeux de société, quel est ton type de jeu de société et quel est ton jeu du moment? Ah. Mon type de jeu de société, je suis plutôt un aventurier, moi j'aime bien jouer à tout. Donc je m'éclate tout autant aux jeux pour enfants qu'aux party games, qu'aux jeux familiaux, qu'aux jeux un peu plus experts. Il y a juste, j'aime pas les jeux hyper experts, on va dire, pour encore créer une nouvelle nomenclature. Donc je m'amuse à mort à Dune Imperium ou à Terraforming Mars, c'est des jeux que j'aime beaucoup. Je sais pas, le dernier, Lacerda, qui va durer 3 heures et demie, où il y a 1 heure et demie d'explication de règles ou ce genre de choses. Oh, ça m'effraie complètement. Entre autres parce que j'aime pas trop les maths, d'une manière générale, c'est pas ma matière préf. Et donc je suis jamais à l'aise s'il y a beaucoup de mathématiques, beaucoup de calculs dans un jeu. Et surtout, il y a un truc que je déteste vraiment très fort. J'ai un peu tendance à m'ennuyer très très vite, et donc je déteste le downtime, les temps morts pendant une partie de jeu. Donc si c'est un jeu un peu long, mais où le rythme est vraiment fluide, c'est un peu tout le temps à toi de jouer, ou alors tu peux réfléchir pendant le tour des autres. Vraiment, je peux m'amuser même si c'est long. Si c'est un jeu où je joue 10 minutes toutes les 40 minutes, quel enfer. Ça, je suis incapable d'avoir la concentration nécessaire pour pas faire n'importe quoi. Et mon jeu du moment, très pragmatiquement en ce moment, le jeu auquel je joue le plus avec le plus de plaisir, c'est un jeu Legacy qui s'appelle Legacy of Isla Nublar, qui est un jeu Legacy dans l'univers de Jurassic Park et de Jurassic World. J'aime énormément les dinosaures. J'aime beaucoup Jurassic Park, donc ça m'apporte plein de joie. Je crois que c'est pas le meilleur jeu auquel j'ai joué de ma vie, sur pas mal de petits trucs, mais il y a plein de très bonnes idées. C'est un coopératif, il faut gérer le parc, il y a des herbivores qui se déplacent, mais il faut faire attention parce que les carnivores, ils essayent de les boulotter, et on suit un peu l'histoire des films, donc d'un coup, il y a des gamins qui sont dans le parc, il faut qu'on aille les sauver, il se passe des choses. C'est vraiment, on prend énormément de plaisir, on fait la campagne à 3 avec ma conjointe et un copain. On arrive à avoir en plus un rythme assez régulier, ce qui est quand même toujours très chouette dans les Legacy quand on arrive à se voir toutes les semaines. Mais ouais, en tout cas, c'est pas encore en VF, j'espère que ça arrivera. J'allais dire ça le mérite, mais c'est un peu usurpé de dire que ça le mérite, je sais pas si ça le mérite ou pas, mais en tout cas... moi, je le conseille à tous les gens qui sont fans de Dino et fans de jeux Legacy. C'est un peu cher parce qu'il y a plein de figurines, le matos est vraiment débilement over the top, il y a une griffe de Raptor en plastique pour gratter les trucs à gratter, enfin c'est vraiment exceptionnel et ça nous amuse beaucoup. C'est édité par Funko, la maison d'édition qui fait aussi des figurines en plastoc. Et c'est un jeu créé par Forest Pullman, qui est un groupement d'auteurs un peu comme Kaedama, mais un peu plus complet. Une grosse boîte que Funko a racheté il y a quelques années maintenant. Du coup, ça veut dire que tu as un peu de temps quand même pour jouer aux jeux de société à côté avec la famille, les amis en À dehors. fond, ouais. Et j'adore toujours ça, c'est toujours hyper important. C'est assez rare. Elodie, ma conjointe, joue beaucoup aussi, donc souvent on se fait un petit jeu le soir avec beaucoup de plaisir. Et c'est rare que j'ai pas envie de jouer quand il y a des potes qui sont à la maison et j'ai plein de potes qui jouent. Je suis un peu passé, je sais que c'est par phase, donc ça va un peu remonter, mais j'ai un peu moins cette espèce de boulimie que je pouvais avoir à un moment où bah, mon activité de détente par défaut, c'était de se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait là? On a un peu de temps. Ah bah, vas-y, on fait un jeu. Maintenant, j'avoue que je prends autant de plaisir à bouquiner ou aller au cinoche. Là où à un moment c'était vraiment un peu, pas ma seule activité, mais un truc plus central. Là je suis un peu en post-lune de miel, au moins cette année et au moins depuis 2 ans, où j'adore jouer, j'adore découvrir des jeux. Je cours un peu moins à l'idée de me dire, ah, je vais faire un week-end jeu toutes les 3 semaines pour jouer à toutes les nouveautés, tout découvrir. Ouais, non, c'est plus un bon prétexte pour passer des bons moments avec des chouettes personnes. Du coup, tu testes tes prototypes avec ta conjointe, tes amis, ton entourage.
Ouais, tout à fait. Alors là, comme c'est une année bordélique, j'ai un peu moins activé mon cercle de testeurs-testeuses que j'ai habituellement, mais à la fois, bah, Elodie adore jouer, donc elle a l'habitude de tester des protos moches et mal finis. Merci à elle. Et donc régulièrement, bah, c'est un peu ma première cobaye. Et après, bah, soit je profite d'avoir des potes à la maison. Ce soir, on fait la partie 7 de Jurassic Park. Et en même temps, je mets à jour un prototype en me disant, OK, j'ai mon pote Antoine qui est à la maison. Je vais un peu lui proposer un traquenard, mais s'il veut, on fait une petite partie de proto d'une petite demi-heure avant de jouer à Jurassic Park. Et s'il est OK, ça fera un test. Et après, normalement, mais vraiment, j'ai été un peu naze sur ça et je l'ai pas bien entretenu ces 6 derniers mois, mais j'ai un groupe WhatsApp avec des testeurs-testeuses qui sont des gens que je connais et que j'apprécie. Pas forcément mes meilleurs potes, mais des gens qui aiment bien les jeux, qui ont l'habitude de tester du proto et qui sont des très chouettes personnes. Et puis, je les invite régulièrement à passer à la maison. Je fais à manger, qui est un peu ma récompense pour les remercier d'être venus m'aider. Et j'adore la cuisine, donc ça me fait un moment un peu de détente. Et puis, bah, on enchaîne, on teste quelques prototypes pendant une bonne soirée. Et puis ça me permet d'avoir les retours nécessaires au besoin. Et au niveau des prototypes, enfin, quel est ton record? Est-ce que c'est déjà arrivé que t'en fasses que trois et au bout du troisième, bah, c'est bon, t'as le jeu où il en faut au moins une dizaine, voire une vingtaine? Non, il y a des trucs où, pas à la première, mais presque, tu vois, si je pense à un des trucs qui a fonctionné très très fort, c'est Détective Charlie, Ah où, oui. euh, où je pense que quand je fais le premier proto, que c'est le premier proto que j'ai montré à Loki, je crois, hein. Je vais essayer de pas trop réinventer l'histoire, mais je crois que ça ressemblait déjà très très fort à ça. Mais parce que, et je sais qu'il y a des auteurs, typiquement Bruno Catala est un peu le parangon de ça, et c'est pas mon cas, mais sur Détective Charlie, ça l'a été un peu. J'ai mis énormément de temps à processer le jeu dans ma tête. C'est-à-dire que j'avais l'idée, mais je me suis pas jeté sur faire un prototype, j'ai un peu réfléchi, puis je l'ai un peu laissé de côté dans ma tête, et puis je suis un peu revenu, et puis j'ai un peu modifié les trucs, mais sans que ça soit palpable. Ce qui fait que quand j'ai fait le premier proto, ça ressemblait déjà à ce à quoi je voulais que ça ressemble. Ou l'école Ludovic Maublanc, qui est plus celle que je suis habituellement, il y a un côté de oh, j'ai une idée, c'est un jeu de dés avec des événements. Je mets quoi comme événement? Ouah, je sais pas, je mets des cartes au pif et puis on verra ce que ça donne et on teste tout de suite pour voir si ça marche. Qui là, fondamentalement, a moins tendance à marcher du premier coup parce que bah, il manque plein plein de choses. Mais j'ai quelques protos ouais, qui ont étonnamment, aussi sur les protos avec un grand concept très central et très fort, ont eu la chance de marcher très très vite. Et le record des prototypes où t'en as fait 20 ou une trentaine? Non, pas forcément. Sur des trucs édités, le plus long, c'est Flying Goblin en termes de temps, même si là, j'ai un truc qui doit arriver l'année prochaine qui va le dépasser, dont je peux pas encore trop parler. Flying Goblin avec Corentin chez Yellow, on a fait pas mal de versions. Et Yellow a mis pas mal de temps à l'éditer pour tout un tas de petites raisons, donc ça a été assez long. Autrement, je pense que c'est The Loop, où on a fait le plus de versions différentes avec Max. On a tout de suite accroché à l'idée, on a senti qu'il y avait un truc qui nous plaisait fort, donc on a voulu pousser le jeu jusqu'au bout. Et en même temps, ça a été pendant longtemps assez nul. Il manquait plein de trucs. Pendant tout un temps, c'était trop facile, puis c'était beaucoup trop dur, puis c'était trop aléatoire, puis c'était trop prévisible. Donc il a fallu qu'on module plein plein de choses. Et à partir du moment où Catch-Up est arrivé dans l'aventure, que j'aime énormément, mais ils nous ont vraiment titillé sur chaque point de détail pendant des semaines et des semaines. Et ce qui fait qu'il a fallu qu'on refasse plein 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 de versions parce que Seb, qui était notre chef de projet, était pas satisfait parce qu'il manquait un petit truc. Et ça, c'était une relation de travail qui était longue et douloureuse sur plein de choses, et vraiment extraordinairement cool parce que ça nous a poussé à pas être feignants. Les auteurs et autrices de jeux, on a des fois un peu tendance à se dire, ok, ça marche, ça tourne, on s'amuse, bah je m'arrête là et c'est fini. Et là, Seb était régulièrement dans le, ouais les gars, ça marche, mais on peut faire mieux que ça, non? Et donc il nous a forcé positivement à faire un truc meilleur, mais ça nous a demandé de faire beaucoup de versions. Et du coup, tu te retrouves dans un groupe de auteurs de jeux de société? Ouais. Ah, tu veux dire autre que, pardon, je pensais que tu parlais de la Team Kaedama, mais non, autrement, j'ai pas de. À Bruxelles, il y a un truc qui est un peu en train de se monter, mais pour l'instant, j'ai loupé toutes les réunions parce qu'à chaque fois, j'étais pas dispo. Mais il y a un truc qui est un peu en train de se monter, mais je sais pas pourquoi, je suis toujours un peu réticent à ces trucs-là. À la fois, j'adore les autres auteurs et autrices et souvent, je passe des bons moments. Et tu as de voir régulièrement Maxime, Ludovic, Antoine, Corentin. J'en tape sur ma gourde et plein d'autres chouettes auteurs et autrices. Ça m'aide vachement sur beaucoup de choses. Mais l'idée de se dire, bah, régulièrement, je vais voir que des auteurs de ma ville pour confronter mes prototypes, ça me met, je sais pas, ça me fait un peu peur, je crois. Il y a un truc qui me donne pas trop envie. Après, c'est juste partager les idées ou alors toi, tu peux être le testeur de Ouais, leur. ça c'est pareil, c'est un truc où je suis un peu ambivalent parce que j'adore aider les auteurs et les autrices et c'est hyper chouette, mais je déteste quand mon avis ou mes conseils sont pas forcément sans être écoutés mais accueillis. Et j'ai vécu plus de trucs un peu de petites guerres d'ego dans ces contextes-là où t'es genre, alors j'ai bien aimé ton jeu, attention, ça me paraît un peu bizarre, et la personne est genre, non mais c'est super, tu te trompes. Et sur ça, moi je peux très vite me fermer
et avoir du mal à rebondir. Donc, en fait, je suis toujours hyper OK pour donner énormément à ces personnes-là, que ça soit à la fois tester des protos, faire des retours, aider, donner des contacts. Je le dis régulièrement, mais c'est hyper important pour moi. Mais j'ai été hyper bien accueilli quand je suis arrivé dans le monde du jeu. Vraiment des mecs comme Antoine Boza, Bruno Catala, Ludo Maublanc, c'était des auteurs majeurs et hyper importants. Et ils m'ont vachement ouvert la porte, ils m'ont donné vachement de conseils, ils ont été vraiment hyper sympathiques. Et je les remercierai jamais assez pour ça, donc ça a été vraiment super. Et ça m'a inculqué et appris ce côté de, ok, en fait, si ces mecs-là, ils ont été aussi accueillants, c'est parce qu'ils ont été hyper bien accueillis par Serge Lager et Bruno Feduti, qui ont sûrement été hyper bien accueillis par des gens que je connais pas. Il faut que j'accueille hyper bien les prochains et les prochaines, parce que comme ça, on va maintenir un peu ce cercle vertueux de gens cool, et tout le monde sera content et contente, et je serai ok. Et donc j'essaye de faire ça, et je donne pas mal de mon temps pour le faire. Vraiment avec beaucoup de plaisir. J'avoue que quand les gens sont hyper fermés ou sont pas ouverts à la critique, il y a un côté de oh, pardon, j'ai pas le temps de débattre de mon ressenti sur ton prototype. Évidemment que j'ai pas la science exacte et le fait de dire moi c'est comme ça que ça doit se passer dans ton jeu. Mais si je suis sur un ressenti et sur des conseils, j'ai besoin de me sentir un peu accueilli sur les retours plutôt que voir une porte fermée ou dans ce cas-là, bah, j'avoue que je suis un peu un petit con et je peux me bloquer direct et me dire bah ouais tant pis, je vais plus rien dire et puis finissons ce moment-là, quoi. Et du coup, toi, en tant qu'auteur, quels sont les conseils que tu donnerais à d'autres auteurs? Il y en a plein. Le premier, c'est de le faire, en fait, Mm. qu'elle est un peu nulle, mais c'est un truc que je répète souvent il y a un peu cette dimension de, au départ, ça fait hyper peur, et puis on n'ose pas y aller, puis on se dit que ça va être nul, et que notre proto, il va pas être très bien, et puis qu'on va faire tester, et que ça sera une perte de temps. Et donc on postpose un peu ce moment où on se lance dans la création. Alors spoiler, il y a de fortes chances que votre premier proto, il soit nul, que ça soit une perte de temps pour les gens qui le testent, quoique ils vont passer un bon moment et ça sera rigolo, et que ça ressemble pas au nouveau jeu de l'année. Nouveau spoiler, c'est normal en fait, c'est assez classique dans toutes les activités. Et si demain vous vous dites, ok, je vais me lancer dans le fait de faire de la guitare, bah, vous allez être sûrement un peu nul au départ. Ou si vous dites, ok, je vais faire de la boxe, bah, vous allez sûrement pas gagner vos premiers combats. C'est assez normal, en fait, il y a un truc d'apprentissage dans tout ça. Et plus on se met des barrières, et plus on postpose un peu ce moment de lancement dans la création, et plus bah, le moment où on se lance, on a des attentes qui sont fortes. Alors que si on se dit, ok, bah, c'est parti, en fait, moi j'aime bien faire des jeux, enfin, je me projette sur faire des jeux, ça a l'air bien, j'ai envie de le faire, c'est y part, allez, je me lance, j'essaie de faire des trucs, en ayant conscience que ça va être nul. Bah, en fait, c'est le meilleur moyen de se lancer et de commencer, qui amène à un autre conseil qui est un peu lié à ça. Et après, je ferai mes deux petites citations préférées liées à toutes ces questions-là, qui est la notion de, en fait, jetez vite vos idées et vos prototypes. Moi, c'est un truc qu'on m'a inculqué et qui est encore hyper majeur dans ma manière d'être, de, bah, en fait, tu fais un proto, il est un peu nul, bah, accroche-toi pas à cette idée, mets-la dans un coin de ton cerveau et mets-le dans le placard des bonnes idées à réutiliser plus tard. C'est OK, mais c'est OK aussi des fois de se dire, bah ouais, là, j'ai testé un truc, c'était tout naze, tant pis, j'ai perdu et encore perdu non, parce que tout est bon à réutiliser plus tard. Mais j'ai dépensé 2 heures de mon temps pour faire un truc qui ressemble à rien. Des fois, c'est 30 heures de mon temps. Et tant pis, en fait, j'ai appris sur ce prototype et puis j'en ferai un meilleur la prochaine fois. Et il y a vraiment cette notion de pas trop s'accrocher. Et je vois des fois des auteurs ou des autrices sur un festival qui me présentent un prototype. Et c'est cool, il y a des bonnes idées, mais c'est pas encore bien. Et c'est normal, il y a pas de jugement de valeur sur ça. Et puis, bah, j'en discute un peu, c'est des gens ouverts à la critique, trop bien, on échange. Et puis je les revois des fois 1, 2 ans plus tard et c'est toujours le même prototype avec des améliorations, mais des petits trucs étaient genre chouchou, c'est vraiment super ce que tu fais, hein. Mais jette-le ce jeu-là, c'est devenu un fardeau pour toi. Il y a un espèce de gros sac à dos rempli de cailloux avec ce jeu-là. Bah mets-le de côté. On dit que tu le jettes pas à la poubelle comme ça, il n'y a pas trop de frustration. Et puis bah commence un nouveau prototype parce que je sens qu'il y a une petite fibre et que ça pourrait y aller. Et je vois les gens qui répètent un peu ce processus-là. Il y a vraiment un truc qui marche dans cette idée de la répétitivité, que je traduis par deux citations que j'aime bien, une qui fait un peu je me la pète, mais du coup elle est classe, et une qui fait plus pop culture que j'aime beaucoup. La pop culture, c'est dans Adventure Time, qui est un très très bon cartoon pour enfants que je vous recommande chaudement. Il y a un chien qui s'appelle Jack et qui parle, et qui dit à un moment au personnage principal, Dude, sucking at something is the first step to be good at something. Donc être nul à un truc, c'est la première étape pour être fort à un truc. Et c'est si vrai et c'est si beau. Ou quand on veut faire un peu plus intellectuel dans les milieux branchés. C'est Samuel Beckett qui le dit extrêmement bien aussi avec une très belle phrase. Ever tried, ever fail, no matter. Try again, fail better. Donc déjà essayé, déjà échoué. Bon, pas de stress. Essayer encore, échouer mieux, qui est un très beau truc, c'est un peu un mantra classique, hein. Je suis pas le premier à citer Beckett sur cette très belle citation pour parler de système itératif, mais il y a vraiment ce truc de se dire, ok, bah en fait là j'ai fait un proto, il était nul, j'ai échoué, l'échec c'est pas une finalité en soi et c'est pas si grave,
ok, bah comment est-ce que j'échoue mieux la fois d'après, jusqu'à avoir une notion de réussite, mais pareil, elle est un peu. Est-ce que les jeux que j'ai édités, c'est des réussites, c'est toujours un peu impalpable sur tout ça, mais jusqu'à échouer un peu mieux, et puis échouer un peu mieux, et puis continuer d'échouer, et puis d'aller dans ce cycle un peu sans fin. C'est un gros conseil, pardon. Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées et comment tu as fait pour trouver des solutions ou pour continuer à avancer? Là où moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est que je suis arrivé presque à un moment charnière où c'était un peu moins bouché, dans le sens où il y a de plus en plus d'auteurs et d'autrices qui proposent des prototypes qui vont démarcher les maisons d'édition. On en parlait avec Gigamic, mais ils reçoivent, je sais plus, genre 1200 propositions de prototypes par an, quoi. C'est vraiment démentiellement énorme. Et donc moi je suis arrivé à un moment où c'était déjà un peu le cas, mais un peu moins, et j'ai très vite eu des contacts ce qui m'a aidé beaucoup à rencontrer les maisons d'édition. Et puis une fois qu'on est un peu dans le circuit, c'est un peu plus facile. Donc sur ça, il y a vraiment un conseil de... Et j'entends que ça peut être un peu frustrant des fois pour les auteurs et les autrices qui sont genre, bah j'aimerais bien faire des jeux, mais en fait personne ne veut regarder mes protos, donc comment je fais? Et sur ça, je pense qu'aller dans les festivals, rencontrer du monde, discuter, voir les maisons d'édition, regarder s'il n'y a pas des gens autour de vous, c'est un très très bon moyen de tisser un petit réseau et d'avoir un peu plus de facilité sur ça. J'ai l'impression qu'en tout cas, moi, ça m'a vraiment aidé. Aujourd'hui, je pense que c'est la plus grande difficulté, c'est ça, c'est avoir les bons leviers et connaître les bonnes personnes, ne serait-ce que pour présenter ton proto aux maisons d'édition. Alors qu'elles le signent, c'est encore une autre paire de manches, et sur ça, c'est encore plus compliqué, mais de rien que réussir à montrer ses protos, à rencontrer du monde, aujourd'hui, c'est vraiment difficile. Et ça, je pense que ça passe par le fait de tisser un réseau. Et après, bah, la plus grande difficulté, on va pas se cacher, elle est surtout financière, en fait. Et c'est pour ça qu'on est aussi souvent dans l'accompagnement et dans le conseil de dire, OK, votre boulot, il est pas cool, vous voulez changer de boulot et devenir auteur ou autrice de jeu. Piano, piano, allez-y un peu doucement. Si demain vous démissionnez et que vous n'avez pas de chômage, bah, vous n'allez pas toucher d'argent tout de suite. Ça va être compliqué, ça va sûrement vous mettre en porte-à-faux. Prenez le temps d'avoir un petit peu un pied dans le milieu, de savoir comment ça se passe, d'être confronté déjà un peu à des choses. Peut-être passer à mi-temps ou trouver des solutions, mais c'est un métier sans être un métier un peu auteur de jeu. Aujourd'hui, on est plus proche d'une discipline artistique par son système de rémunération et puis par la manière dont ça se passe que une profession en elle-même. Et donc c'est difficile de se dire, ok, réorientation, je deviens auteur ou autrice de jeu, c'est quand même encore assez complexe. Donc renseignez-vous bien avant de prendre des grandes décisions et prenez le temps de bien les réfléchir et d'y aller un peu tranquillement, de prendre le temps de respirer et puis de faire les choses une étape après l'autre. Quelle est la définition que tu donnerais du mot joueur? Un peu froidement, je crois que c'est quelqu'un qui joue à des jeux en fait, hein. Est-ce que j'aurais un truc plus que ça? Non, moi en plus j'ai pas de. Je suis des fois un peu. Mais on a fait des grands progrès sur ça, mais je suis des fois encore un peu régulièrement embêté par la notion de gatekeeping et puis ouais, de snobisme dans le monde du jeu, de dire un peu genre ah non, mais toi tu t'éclates à. Je sais pas. Skyjo a été l'exemple, Cracklist est un peu l'exemple du moment aussi de ah non, mais toi tu t'amuses à Cracklist, mais c'est pas un vrai jeu, ça. Il faut jouer à des vrais jeux compliqués et longs et chiants. Et il y a un espèce de truc de oh là là, jouez exactement à ce que vous avez envie de jouer. Si votre kiff, c'est de faire une partie du Monopoly le dimanche avec toute votre famille, bah jouez au Monopoly et amusez-vous, quoi. Si vous adorez jouer au Uno dans le train ou à Skyjo, évidemment que je suis un advocate de. Il y a plein de jeux contemporains qui pourraient vous plaire et qui sont trop cool. Qui sommes-nous pour juger? Jouez à ce qui vous fait plaisir et amusez-vous, c'est le plus important. Donc tant que les gens jouent. Après, vous pouvez ne pas jouer si vous aimez pas les jeux, je suis aussi d'accord pour ça. Mais dès que quelqu'un joue, quel que soit ce qu'elle joue, pour moi, cette personne est une personne joueuse en tout cas. Et du coup, je rebondis sur la question, quels sont les conseils que tu donnerais à des joueurs? Bah, amusez-vous déjà, ne vous forcez pas. Et puis ouais, d'explorer un peu les différents océans de possibles du monde du jeu. Et pour ça, moi, je trouve qu'il y a aujourd'hui deux grands lieux qui sont vraiment super, au-delà de tout ce qui est le réseau de vente de jeux. Parce qu'aujourd'hui, acheter un jeu, c'est toujours pas le plus facile parce que ça reste des choses qui sont dans des cercles de vente qui sont un peu différents des produits classiques, on va dire. Mais entre la vente au domicile, les boutiques de jeux, les grandes surfaces spécialisées qui ont de plus en plus de jeux, les sites internet qui sont de plus en plus importants, les influenceurs, influenceuses, créateurs, créatrices de contenu qui créent des choses qui parlent de jeux, bah, en fait, c'est plus facile aujourd'hui d'avoir accès aux jeux. Mais il y a deux lieux que je trouve qu'on oublie un peu régulièrement et qui font un boulot formidable pour ça, c'est les ludothèques, les bars à jeux et par extension, parce que ça mélange un peu les deux, mais les associations de joueurs et de joueuses qui sont un super moyen pour se dire, OK, aujourd'hui je vais dans un bar à jeux. Déjà, on a réussi à quitter un peu ce côté
Avant, c'était des endroits pas forcément très sexy, où les boissons étaient pas forcément terribles, on n'était pas forcément hyper bien accueillis, c'était vraiment des trucs de geek pas toujours très très chouettes. Aujourd'hui, il y a des barrages hyper trendy, hyper cool, on peut y aller, c'est hyper beau. Pareil, des ludothèques, moi j'avais un peu l'image des mamies en ludothèque qui vont prendre le temps de plastifier toutes les cartes de tous les jeux, et il y a que des vieux jeux, bah ça a vraiment changé maintenant. Il y a des gens en ludothèque qui sont vraiment super et qui ont une hyper bonne connaissance du jeu de société contemporain, qui proposent plein de jeux. Et pareil, il y a des associations qui fleurissent un peu partout, qui sont de plus en plus sympas, où il y a plein de jeux. Ça, c'est pour moi le meilleur moyen, parce que, un, c'est gratos, ou pas cher dans la plupart du temps, parce qu'on va pas se mentir, bah, le jeu de société, c'est quand même un loisir de CSP+, c'est un peu cher, c'est un truc qui reste encore des grosses dépenses. Souvent, il y a ce côté de on découvre les jeux, on veut en acheter plein parce que c'est trop cool et c'est encore des plus grosses dépenses. Donc, bah, aller dans ces lieux-là, c'est soit gratuit, soit pas cher, et ça permet de découvrir plein de jeux. Puis c'est des lieux où, généralement, on est bien accueilli, bien accompagné. Il y a toujours quelqu'un pour nous dire, hey, mais t'as joué à ça devrait te plaire. Et puis, bah, tu découvres des jeux trop cool. Donc, en tout cas, si les gens veulent découvrir le monde du jeu, découvrir encore plus de jeux, bah, allez fréquenter des lieux qui ressemblent à ça. Et c'est un bon moyen de découvrir plein de trucs. Tout comme les festivals, hein, j'en parle pas, mais parce que après je suis parti pour remettre une pièce et j'en ai pour 200 heures, mais les festivals de jeux, c'est aussi des trucs où s'il y en a un à côté de chez vous, même tout petit, allez-y, quoi, vous allez découvrir plein de jeux et plein de gens, et ça sera trop chouette. Qui, selon toi, je pourrais interviewer? C'est dur parce qu'il y a plein de gens que j'aime fort et que j'aimerais bien voir parler tout le temps de jeux. Je sais qu'avant, tu as interviewé Marc-Antoine Doyon, que j'aime Ouais. énormément, mais peut-être que pour changer, même si lui, il est un peu biclassé en plein de trucs, on pourrait aller sur les métiers de l'illustration. Peut-être que pour changer, on pourrait aller vers une femme, parce que c'est un truc sur lequel on a un manque encore cruel d'autrices de jeux. Les illustratrices, c'est pas mal, mais c'est pas si vrai que ça. Il y en a plus, mais il y en a pas tant que ça. La Mm. parité est très loin. Souvent, j'ai envie d'entendre parler Maud Chalmel parce que je l'aime énormément et que c'est une personne hyper intéressante. Et donc, je m'arrêterai là. Je crois que Maud Chalmel, ça me ferait plaisir de l'entendre parler par ici. J'étais hyper fan de son travail avant de la rencontrer. Et puis, je l'ai rencontrée. Maintenant, je suis hyper fan de son travail et hyper fan de la personne en elle-même. Vraiment, c'est quelqu'un de super. Il y a pour l'instant deux illustrateurs que j'ai interviewés. Il y a Christine Alcouf, c'est une Ouais, illustratrice, j'aime et il beaucoup. y en a un autre illustrateur, celui qui a fait le jeu de société La Colline au feu follet, qui est auto-entrepreneur. Alors, j'ai un statut d'indépendant en Belgique, qui est Ok. un peu la même chose que le statut d'auto-entrepreneur en France, ce qui me permet plus de pouvoir facturer des choses quand je fais des conférences ou de l'accompagnement, qui est des choses que je peux faire ponctuellement. Mais dans l'absolu, en Belgique, on a une magnifique case droit d'auteur dans nos impôts, donc tout ce que je gagne en tant qu'auteur passe par cette case-là. D'accord. Donc en soi, c'est plus simple et donc c'est plus facile et je préfère faire ça, mais j'aurais pas fondamentalement besoin d'avoir un statut d'indépendant à côté pour pouvoir toucher mes droits d'auteur et vivre de ça. Après, fondamentalement c'est complexe, mais dans l'absolu ça va, ça se gère assez bien. Et tu penses que c'est plus facile d'être auteur en Belgique ou en France? Je crois que pragmatiquement, je suis un poil moins taxé que mes collègues français. Pas beaucoup, mais un peu. Donc ça rajoute un peu de facilité. Parce qu'au-delà de ça, dans l'absolu, moi je bosse surtout avec des éditeurs français. Je les croise tout aussi pareil. La Belgique, on est vraiment hyper collés. Donc il y a un truc de. J'ai pas le sentiment d'être mis à l'écart. Là où j'ai un espèce de truc qui me met un peu le porte-à-faux, il n'y a pas énormément d'auteurs et d'autrices belges que je connais très bien. Et donc, il me manque des fois sur des questions purement administratives, mais un côté de allô Bruno, ouais, comment tu fais pour tel truc parce que je sais pas faire? Ah bah tu le fais depuis 20 ans, je fais comme ça, ok c'est parti. Là je suis des fois un peu en train de défricher des choses où je me dis alors là, l'éditeur il me pose une question de gestion de la TVA, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, comment je fais? Et c'est là où je suis très content d'avoir un comptable à qui j'envoie un mail disant bonjour, c'est encore moi, je sais pas faire. Et puis il m'explique très bien et puis c'est parti quoi. Et des fois ou la SAGE qui est la société des auteurs et autrices de jeux qui est l'assaut de défense du droit de ces personnes, produit un nombre de documents absolument extraordinaires et magnifiques sur comment bien payer ses impôts, comment bien gérer des questions de contrat, etc. Et s'il y a une partie dont je peux me servir, il y a une partie des fois où je suis, bah cool, moi c'est pas pareil, mais merci, c'est gentil, quoi. Et donc des fois il me manque un peu ça. Mais dans l'absolu, ça change pas grand-chose d'être en Belgique que d'être en France pour tout le reste. Et du coup, tu connais Quentin Lamran? Ouais, Ouais. pas très bien, mais on se croise un peu en festival. À chaque fois, on dit qu'il faut qu'on arrive à boire un café, et à chaque fois, on n'y arrive pas, mais il faudrait que je finisse par y arriver. Ok, bah, merci beaucoup. Bah, je t'en prie, merci à toi, c'était chouette. Bah, je sais pas si tu veux nous partager une dernière chose. Wow, bah, créer des jeux, moi j'attends la relève, la prochaine génération d'auteurs et autrices de jeux pour jouer à plein de trucs. C'est pour ça aussi que j'aime bien soutenir la création, c'est qu'à la fin, je suis quand même
un gros geek qui aime bien jouer à plein de jeux. Donc je me dis, s'il y a plein de nouvelles personnes qui viennent créer des jeux, il y aura plein de super jeux auxquels je pourrais jouer. Prenez le temps nécessaire pour le faire bien en étant à l'aise, mais je vous attends. Moi, j'ai hâte de jouer à tous les jeux que vous allez tous et toutes créer. Ok, super, ben merci beaucoup. Bah, je t'en prie, merci à toi.